la date à laquelle j'ai soutenu ma thèse. J'ai été l'installateur de l'Internet en full connexion au Mali, c'est-à-dire j'ai été le gestionnaire du nœud national Internet à la Sotelma, à l'époque qui existait, en fin 96 depuis 97. J'ai géré également le nom de domaine du Mali en tant que technicien, contact technique plus contact administratif. J'ai été donc directeur de nouvelles technologies à la Sotelma. Puis maintenant, j'ai été donc membre du conseil de l'autorité de régulation des télécommunications AMTP en charge de TIC. Voilà un peu. J'ai été membre fondateur de ISOC du Mali. J'ai été membre du conseil d'administration d'Afrinique. Actuellement, je suis membre du comité de réforme d'Afrinique et voilà et de la FTLD. Voilà, ça c'est un peu du point de vue professionnel. J'ai réalisé pas mal de choses dans le pays, notamment les réseaux d'interconnexion des entreprises, les banques qui se parlent, etc. Voilà. Le projet de l'ADSL au Mali. Donc ça, c'est un peu sur le plan professionnel. Mais sur le plan, comme on dit, social, donc je suis pratiquant d'arts martiaux, ceinture noire, 7e dan de taekwondo, président de la Fédération malienne de taekwondo, directeur technique du Comité national olympique et sportif du Mali. J'ai été arbitre olympique également aux Jeux olympiques de Londres dans le cadre du taekwondo. Voilà un peu ramassé, on pourrait en parler, mais voilà un peu ramassé. Mais c'est plus compliqué de parler de soi-même. Voilà. Merci. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation. Je pense que votre expertise et vos différentes expériences dans ce domaine permettraient d'enrichir plus les échanges. Donc, je vais laisser la parole à M. Kouyaté de se présenter, qui est beaucoup plus connu en tant que président du chapitre malien de Internet Autorité, mais qui est beaucoup plus que ça. Donc, je vous laisse la parole, M. Kouyaté, pour laisser la chance à l'auditoire de savoir un peu plus sur vous. Ok, merci beaucoup. Je suis Bakary Kouyaté, je suis ingénieur en génie industriel, un diplôme que j'ai obtenu au niveau de l'École nationale. En même temps, j'ai professionnel en ingénierie de formation et ingénierie pédagogique que j'ai obtenu à l'Université de Lille. Donc, je suis pas un informaticien de formation, mais je suis un passionné vraiment du numérique. Ce qui m'a conduit vraiment à embrasser le monde du numérique. J'ai fait beaucoup de certifications dans le domaine de l'informatique, ce qui m'a prévalu plutôt mon entrée au niveau de l'Agence des technologies de l'information et de la communication en tant qu'ingénieur en support réseau et maintenance. Donc, du coup, après, j'ai servi au niveau du Nord, à Gao, en tant que conseiller informatique au niveau du gouvernorat. J'étais le représentant de l'agence dans la dite région. Et puis, je suis en même temps dans le monde associatif, je suis engagé dans beaucoup d'associations qui œuvrent au niveau de la communauté TIC du Mali. Je suis également le président du chapitre malien de l'Internet Society depuis 2018. Actuellement, je suis le gestionnaire du centre d'incubation de l'AGTIC. Et j'ai fait des consultations dans le domaine de la gouvernance de l'Internet. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à la présentation. Merci beaucoup, M. Kouyaté, pour cette présentation qui permettrait à ceux qui vous suivent d'en savoir un peu plus sur vous et les différentes casquettes que vous portez. Donc, je m'en vais maintenant laisser la parole à M. Dali Ahmed Diallo de se présenter à l'auditoire, qui est aussi un grand passionné des questions liées aux technologies de l'information et de la communication. M. Dali, la parole est à vous. Merci beaucoup, Awali. Je ne sais pas si vous m'entendez. Très bien, ça veut dire que Kimi Visio, ça marche bien. Bien, donc, à la base, je suis juriste, ancien administrateur territorial. Après l'obtention d'une bourse d'études, je me suis retrouvé en France pour faire un master en sciences de l'éducation et sciences sociales, spécialité éducation, travail, formation. Donc, les questions de la gouvernance et de l'Internet m'ont beaucoup intéressé depuis
2008. C'est comme ça que j'ai intégré un peu tout ce qui est réseau de gouvernance de l'Internet à ESSOC France, et d'abord comme ça, de façon informelle, chercher à connaître davantage, à m'intéresser aux activités de l'ICANN. Donc, une fois rentré, j'ai connu une vie d'entrepreneur, puisque je me suis fait immatriculer. Je suis consultant en ingénierie de projet et en ingénierie de la formation, plus la gestion de la relation client. Ce réseau grandissant dans le monde de la gouvernance et de l'Internet, et c'est ainsi que j'ai été mis en relation avec notre grand docteur, que je salue et que je remercie pour m'avoir aiguillé. Et quand je suis revenu ici, donc on a un partenaire commun dans la personne de Laurent Ferrari, qui est l'interlocuteur des dirigeants, des gouvernants sur les questions en lien avec l'ICANN. Ça m'a amené à faire comme ça et donner des visioconférences pour l'Afrique et produire des articles sous l'œil vigilant du docteur Alioune Badra encore. Et du coup, je me suis lancé sur un projet associatif à partir d'une formation des formateurs en gouvernance de l'Internet à Ouaga. Et c'est ainsi que j'ai mis en place un projet associatif, l'éducation à la citoyenneté numérique, puisque la thématique m'intéressait. J'ai été consultant pour le compte de l'OIF pour animer des ateliers en vue de la participation de l'OIF au Forum de la gouvernance monde. Et je suis aussi membre fondateur, en même temps que l'association, du Forum malien sur la gouvernance de l'Internet. Donc, ceci étant, il fallait joindre l'utile à l'agréable. J'ai été séduit par ce que faisait sinon l'entreprise informatique qui m'a le plus séduite plutôt, le groupe Famille. J'ai vu qu'ils étaient innovants, ils challengeaient les défis auxquels le monde était confronté. Donc, j'ai été séduit par ce projet. Ce qui m'a le plus intéressé, puisqu'ils avaient aussi un projet, ils l'ont toujours, heureusement, c'était un projet à grand impact, le projet de l'université virtuelle. Donc, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'il faut rester en marge de cela? C'est pourquoi j'ai mis en stand-by mon projet d'entreprise. Je me suis dit, mais si je dois faire quelque chose, autant faire quelque chose qui m'intéresse, qui me parle, que j'aime. J'ai intégré le groupe Famille comme ça. Donc, c'est tout un honneur, c'est tout un honneur pour moi de travailler dans le cadre de ce projet. J'en suis le directeur des études et à cette université est adossé un incubateur et pour aller encore loin dans les challenges, on a aussi cet incubateur fait de l'incubation en ligne. Voilà, donc, ceci étant, et avec tout ce beau monde, M. Kouyaté, on travaille en partenariat sur les questions de formation, de gouvernance et de l'Internet. Ainsi qu'on a mis en place le premier forum sur la gouvernance de l'Internet. Et c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui dans le cadre de ce webinaire, parler de citoyenneté numérique, vu que ça faisait partie des recommandations du dernier forum sur la gouvernance de l'Internet au Mali. Donc, merci à l'Université virtuelle pour ce choix qu'ils ont fait d'aller des recommandations aux actions concrètes. Donc, échanger avec des comités comme ça, c'est tout un plaisir. Merci bien. Merci à vous. C'est aussi un plaisir pour nous de vous avoir autour de cette question. La thématique d'aujourd'hui va aborder 3 points essentiels qui seront débattus plus en profondeur autour d'autres questions qui seront abordées, qui touchent à la gouvernance de l'Internet. Ces 3 points essentiels sont le être en ligne, le bien-être en ligne et les droits en ligne. Avant de rentrer en profondeur dans ces différents points-là, moins de donner la chance à nos panélistes de s'exprimer autour de ces différentes thématiques-là, je pense que nous nous posons toute la question, mais c'est quoi la citoyenneté numérique? Et surtout, pour parler de citoyenneté numérique, il faut aussi parler de société numérique, car pour être
citoyen quelque part, il faut qu'il y ait une question de société derrière. Donc, j'aimerais laisser la parole au docteur Traoré de nous parler un peu de ce que c'est la citoyenneté numérique et s'il y a des questions de société numérique, quels sont les tenants et les aboutissants et quel est le contexte actuel au Mali. Donc, docteur, je vous laisse la parole pour développer les questions liées à ces différents points. Ok, bien, je vous remercie énormément. D'abord, il faut voir toujours le contexte de l'implantation de tout ce qui est numérique dans un pays. Donc, cela, comment est-ce que le numérique a fait son introduction dans le pays, qui se sont appropriés de l'outil numérique. D'abord, en commençant par les simples petits ordinateurs. Ensuite, tous ceux qui se sont appropriés de ces différentes interconnexions en créant des réseaux, puis que ces réseaux soient interconnectés sur le réseau mondial qui est devenu aujourd'hui l'Internet. Donc, c'est un problème de comment est-ce que tout cela a été développé. Est-ce que cela a été développé par des professionnels qui se sont appropriés de l'outil petit à petit et qui l'ont vulgarisé, ou bien c'est devenu un phénomène de mode et de masse. En considérant surtout notre pays, je pencherai beaucoup plus sur la deuxième façon d'appropriation de l'outil numérique. C'est-à-dire qu'il s'est propagé, à mon avis, par un phénomène donc, de masse, un phénomène d'engouement. Les gens ont commencé à dire « Ah, cet outil-là, peut-être que je vais l'utiliser, il est intéressant ». Les gens se sont engouffrés dans la brèche. Les gens se sont engouffrés dans la brèche sans pour autant tenir compte de l'impact que cela pouvait avoir réellement sur leur vie et sur la vie d'autrui. Donc, à ce titre, naît la notion de citoyenneté numérique. Que doit faire un citoyen quand il est connecté sur le net, en sachant qu'il n'est pas seul, qu'il n'est pas en train de parler dans son salon avec ses amis ou autres, mais qu'il est écouté par toute la planète. Pourquoi? Parce que toute la planète aujourd'hui est connectée. Donc aujourd'hui, la citoyenneté numérique consiste à avoir un certain nombre d'aptitudes, parce que en faisant un clic sur Facebook ou bien sur WhatsApp, quelque chose comme ça, il faut savoir ce qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est l'aptitude. Et l'aptitude, c'est est-ce que je vais me permettre de poser tel acte sur ces différents outils de communication. Donc, comment est-ce que je dois me comporter pour que je sois un citoyen qui ne crée pas la panique, un citoyen qui ne crée pas des rumeurs, ça et là, mais un citoyen qui est capable de donner les informations, les bonnes informations, qui est capable de partager les informations et qui est capable de donner et de recevoir. En fait, c'est une attitude qui se trouve, qui a la prolongation de ce que fait tout un chacun dans la vie réelle. Ce qu'on fait dans la vie, est-ce qu'on peut se permettre de poser tel acte dans la vie? Ces actes-là, est-ce que j'oserais les poser ou bien je n'oserais pas les poser sur le monde du numérique, c'est-à-dire sur l'interconnexion des réseaux qui est l'Internet, en pensant que je suis seul devant mon écran et que les autres ne sont pas là. Donc, c'est un problème de conscience comportementale vis-à-vis de l'outil que l'on utilise pour donner et partager et recevoir. Voilà un peu globalement, avant de rentrer dans le vif du reste des sujets, où j'ai brossé un peu tout ce qu'il y a autour de la citoyenneté numérique. Merci.
Merci beaucoup, Dr. Traoré, pour ce partage très enrichissant. Je pense que c'est très important pour nous, auditoires, de comprendre ces différents aspects avant de rentrer dans des détours plus poussés. Donc, j'aimerais savoir si les autres panélistes, notamment M. Kouyaté, a des apports à faire par rapport aux différents points énoncés par le docteur sur ce que c'est que la citoyenneté numérique et parler un peu plus de la société numérique et du contexte malien. Nous avons encore 3 minutes à débattre sur ce point. Ok, merci par rapport à la question. Moi, je commencerai d'abord par situer le concept de citoyenneté dans la société traditionnelle. La citoyenneté, par définition, dans la société traditionnelle, c'est le fait d'appartenir à une nation ou bien à un État. Maintenant, quand on appartient à une nation ou bien à un État, c'est que sûr, il y a des règles dans cet État ou bien dans cette nation que nous devons obligatoirement respecter pour être un bon citoyen. Donc, quand on ne respecte pas ces règles, on ne serait pas un bon citoyen. Maintenant, pour faire le parallèle avec le monde du numérique, c'est à peu près la même chose. Tous les utilisateurs de l'Internet sont considérés aujourd'hui comme étant des citoyens numériques. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la citoyenneté numérique? C'est comme ce que le grand frère vient de dire tout de suite. Je ne vais pas revenir sur ces dires, mais la citoyenneté numérique, à mon avis, consiste à développer des compétences et des capacités nécessaires pour les utilisateurs afin qu'ils puissent se protéger eux-mêmes et ne pas entacher la vie de l'autrui. Comme le grand frère l'a dit, on est devant son écran, on fait des choses, souvent on pense qu'on est seul, alors qu'on est en train de le faire, on est vu par le monde entier. Donc, il faut savoir soi-même se protéger, savoir qu'est-ce que moi je dois dire sur là où je suis en train d'intervenir, qu'est-ce que je ne dois pas dire, qu'est-ce que je dois dire qui va moi-même me toucher après, ou bien qu'est-ce que je ne dois pas dire qui va toucher l'autrui, parce que je ne suis pas le seul sur le cyberespace. Donc, cet ensemble de bons comportements consiste un peu à la citoyenneté numérique. C'est l'ensemble des capacités et des attitudes, des aptitudes également, comme le grand frère l'a dit, qu'il faut avoir pour avoir une bonne conduite sur le monde virtuel. Voilà un peu ce que je voulais rajouter. Merci beaucoup, M. Kouyaté. M. Diallo, si vous avez des points à rajouter au propos de vos prédécesseurs, nous avons encore 1 minute 30 pour débattre de la question. Très bien. Merci beaucoup. Mes prédécesseurs ont dit l'essentiel pour ne pas dire tout. En fait, cette citoyenneté numérique renvoie à un maniement efficace et positif des outils du numérique. Parce qu'à travers ce maniement efficace, ça interpelle la littératie, c'est-à-dire cette capacité à manier les outils du numérique, comment travailler avec, jouer avec, créer avec. Et au-delà de tout cet aspect compétence, il y a aussi un pan social. Ils l'ont dit, les attitudes, les aptitudes, quelles valeurs nous allons défendre et aussi ça renvoie aussi à une participation active à la société. On peut participer à la vie de la société à travers les outils du digital. La preuve en est qu'aujourd'hui, souvent pour contrecarrer les fake news, il y a certains régulateurs de télécommunications qui bloquent les réseaux sociaux. Voilà. Donc, pourquoi? Parce qu'il y a ce problème d'éducation à la citoyenneté numérique. Comme l'a dit le docteur, mettre un frein aux fausses rumeurs. Au-delà de tout ça, il y a aussi les droits. Les droits. Comment se protéger soi-même, protéger aussi les autres. Et même comment protéger toute la société. Toute la société. Aujourd'hui, nous consommons sur le net. Comment est-ce que je peux me protéger quant à
la discrétion, la protection des données à caractère personnel, comment arriver à ne pas être agressé par la publicité et tant d'autres. Donc, la citoyenneté numérique, c'est pourquoi le cadre bien être en ligne, le bien-être en ligne et les droits en ligne. Merci. Merci beaucoup, monsieur Dali, d'avoir énoncé les points qu'on va aborder plus en profondeur dans quelques minutes. Avant de développer plus sur ce que c'est que le être en ligne et de quelles sont les composantes de ce point, je pense qu'il serait important de parler surtout de la question de l'accès à l'Internet aujourd'hui dans le contexte malien. Parce que pour pouvoir parler de citoyenneté numérique, il faut déjà qu'on parle de dans quelle mesure les citoyens du Mali, du moins nos concitoyens, ont accès au numérique et quelles sont les difficultés liées à cet accès au numérique. Je pense que le docteur Kawé est bien placé pour nous répondre par rapport à cette question-là, autant donné qu'il a été pendant de nombreuses années conseiller éthique au niveau du régulateur. Donc, docteur, je vous laisse la parole pour vous prononcer à ce sujet-là. Bien, merci. D'abord, il y a une petite anecdote. Quand on commençait à installer l'Internet au Mali, avec nos antennes, on avait une connexion de 128 kilobits en tout et pour tout le Mali. Donc, les gens nous disaient à l'époque, c'est quoi? C'est 96, 97. C'est pas si loin que ça. Les gens nous disaient, mais vous, là, vous êtes en train de rêver. Ça, là, ça va jamais venir au Mali. Vous êtes en train de perdre votre temps. On n'a pas d'ordinateur, on n'a pas de courant, etc., etc., etc. Ben, quand je vois aujourd'hui quel engouement il y a autour de ça, qu'à travers seulement un téléphone, un smartphone, on peut avoir une connexion et manipuler. Donc, je dis qu'il y a un chemin, un grand chemin qui a été parcouru en un très petit laps de temps. D'accord, donc d'abord, la problématique de l'accès se situe essentiellement à deux niveaux. Le premier niveau, c'est comment amener le tuyau de connexion. C'est que si vous imaginez une rivière qui coule dans le pays, comment amener les petits rigoles, les canaux à tout un chacun dans tout le pays. Donc, imaginez cela. Comment faire pour amener les tuyaux de connexion dans chaque village, dans chaque ville, dans chaque hameau de culture du pays? Ça, c'est la première chose en matière d'accessibilité qui constitue l'infrastructure. La deuxième chose, c'est comment donner l'outil à tout un chacun pour pouvoir manipuler le contenu de ces tuyaux. L'outil également est à deux niveaux. L'outil, c'est l'outil technique, c'est le téléphone, c'est le smartphone, c'est l'ordinateur, etc. Deuxièmement, le deuxième aspect de l'outil, c'est la formation pour pouvoir utiliser cet outil technique-là. Donc, quand on regarde, aujourd'hui, dans le pays, il y a un certain niveau de pénétration du tuyau. Parce que d'abord, la connectivité a passé essentiellement de l'ordinateur vers les smartphones. À peu près plus de 75% de la connectivité Internet est utilisée par les smartphones dans le pays aujourd'hui. Donc, or, les smartphones sont à portée de la majorité des Maliens. Soit soi-même, on peut l'acheter, ou bien généralement, par alliance, on peut avoir accès à un smartphone. Donc, l'outil, le tuyau est arrivé à travers toutes les connectivités de 3G et de 4G qui sont capables d'envoyer des messages. La 4G, on sait, docteur, nous avons un peu de mal à vous recevoir. Je pense qu'il y a des petits soucis de connexion. Monsieur Diallo, vous me recevez? Oui, moi, je vous reçois. Parfait. Oui. Je pense que le docteur a rencontré des soucis de connexion. Le propos était vraiment très intéressant.
pour un peu appuyer le temps qu'il nous rejoigne et qu'on lui retourne la parole afin qu'il puisse il puisse développer les propos. Je vous laisserai la parole pour M. Kouyaté, qui a la caméra coupée, mais qui est avec nous. Un peu plus développer sur la question de l'accessibilité à Internet au Mali, qui aujourd'hui est plus devenu un droit pour les citoyens. Donc, je vous laisse un peu développer à ce sujet, M. Kouyaté, le temps que le docteur nous rejoigne à nouveau. Ok, par rapport à la question, moi je dirais plutôt, le docteur parlait d'amener les tuyaux au niveau des grandes villes, au niveau des villages, etc. Bon, je me dis, il y a déjà un bout de tuyau déjà, parce que quand vous regardez les deux, trois opérateurs, bon, on dirait les deux opérateurs qui sont chez nous, plus l'État, chacun, en ce qui le concerne, a posé déjà des kilomètres et des kilomètres de fibres au niveau de tous les territoires. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à développer, c'est-à-dire l'atterrissage de ces fibres-là, et afin que, au niveau de ces grandes villes-là, on peut avoir une bonne connectivité. Parce qu'on parle de la connectivité. C'est vrai, il y a des problèmes de connectivité. À Bamako, en réalité, on ne le sent pas parce qu'on est dans la capitale. Au niveau aussi des capitales régionales, on pourrait dire que ça va. Mais au-delà de ces capitales régionales, on a énormément de problèmes pour pouvoir accéder à Internet. Nous, on a fait une étude au niveau de ISOC Mali en 2018 qu'on a achevé en 2019. Cette étude nous a montré que réellement, il y a des sérieux problèmes de connexion une fois qu'on n'est pas à Bamako ou bien qu'on n'est pas dans les capitales régionales. On a même vu, on a parlé à l'époque, la 4G n'était pas encore déployée, mais la 3G était en activité. Mais on a vu que même dans la capitale ici, il y a certains endroits où on n'a même pas accès à cette 3G. Donc, souvent, et quand on se connecte, on constate que c'est une connexion DG que nous avons. Donc, à mon avis, c'est-à-dire le problème d'accès, je dirais, il y a des efforts qui sont en train d'être faits aujourd'hui. Il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits. Parce que la preuve en est que il y a beaucoup de villages aujourd'hui. Vous trouvez que les jeunes du village, ils ont des groupes WhatsApp. Ils créent des groupes WhatsApp et toutes les informations concernant le village sont envoyées sur ce groupe WhatsApp. Ceux qui sont au village, ils reçoivent. Ceux qui sont à Bamako, ici, ils reçoivent. Et ceux qui sont même ailleurs, d'autre part dans le monde, ils reçoivent. Donc, la moindre action, la moindre activité qui se passe dans le village, tous les ressortissants de ce village sont automatiquement informés à travers ces groupes-là. Là, c'est une utilisation merveilleuse. Mais encore faut-il avoir un accès à la connexion Internet pour pouvoir le faire. C'est vrai que petit l'oiseau fait son nid, il y a beaucoup d'efforts qui sont en train d'être faits, mais en réalité, le fossé, la fracture numérique reste toujours une réalité triste chez nous. Donc, à cet effet, je dirais quand même que concernant le problème, il y a des efforts qui sont faits, mais il y a beaucoup d'autres efforts qui doivent être faits. Et surtout au niveau des prix. Nous, on constate que le prix est excessivement cher pour le Malien lambda. Donc, il y a beaucoup d'efforts à faire à ce niveau. Merci beaucoup, M. Kouyaté, pour cet apport. Je pense que le docteur avait eu des soucis techniques, raison pour laquelle il nous avait quittés avant d'avoir la chance de finir son propos. Vous avez touché à des points essentiels, étant donné qu'on a encore 2 minutes pour débattre de la question, qui sont les questions du gap, mais surtout les questions liées au prix. Ça serait bien que le docteur puisse élargir le propos par rapport aux mesures que l'État et l'autorité de régulation met en place pour faciliter cet accès-là, notamment sur les questions liées au prix à la population. Donc, docteur, je vous laisse élargir votre propos, étant donné que vous n'avez pas eu la chance tout à l'heure de finir. Votre micro, il est coupé. Docteur, si vous devez activer votre micro.
Je pense que le docteur a quelques petits soucis techniques jusqu'à présent. Merci de parler dans le chat. Oui, monsieur Diamant. Je pense que le docteur a un problème avec son micro. Je lui envoie un message pour lui expliquer ça. Mais aussi, c'est d'expliquer à tous ceux qui ne sont pas intervenants de couper leur micro parce que ça fait beaucoup d'écho, qu'ils essaient de se mettre en mute en fait. Maintenant, c'est de voir les autres intervenants, Kouyaté et puis Diallo, de continuer le débat en attendant que le docteur active son micro. Je pense qu'il est un peu occupé à faire autre chose là, docteur. Je le sens bouger sur autre chose. Mais en attendant qu'il active son micro, tu peux donner la parole aux autres. Le docteur signale qu'il n'est pas en train de travailler sur autre chose. Je m'excuse de m'avoir mis dans le débat, mais voilà, merci. Merci à vous, M. Diawara. Donc, le temps que Djibril puisse guider le docteur dans le chat, M. Diallo, si vous avez quelques points à rajouter aux différents propos du docteur et ainsi que de M. Kouyaté à ce sujet, la parole est ouverte. Très bien, merci. Et la question, c'était sur, ça portait sur la fracture numérique. Donc, on est allé sur la thématique de l'accessibilité à Internet. Pendant longtemps, on a parlé d'accessibilité à Internet. M. Kouyaté a parlé du coût d'Internet. Et là, maintenant, dans tous les pays, un peu, les standards mettent l'accent sur un Internet de qualité à moindre coût. Tous ces désagréments techniques que nous avons, c'est parce que nous n'avons pas à présent un Internet de qualité. Voilà. Donc, ce n'est pas parce que ça va devenir moins cher ou que ça doit devenir moins cher que ça doit être de piètre qualité. Pour aller plus loin, lorsqu'on se réfère aux objectifs du développement durable, l'accès à Internet doit être conçu par toutes les parties prenantes, que ce soit l'État, la société civile, le secteur privé, comme faisant partie des droits élémentaires de l'être humain. Autant l'être humain a droit à l'éducation, autant l'être humain a droit à l'accès à l'eau potable, cet Internet de qualité à moindre coût doit être aussi accessible. Effectivement, des efforts sont en train d'être faits dernièrement, et il n'y a pas un an. Je parle sous le contrôle de nos deux présidents, le docteur et le vice-président, M. Diawara. C'est eux qui m'ont mandaté pour aller assister au dernier plan stratégique de l'accès universel mis en place par la structure qu'on appelle AGEFO au Mali, l'agence d'accès, le fonds d'accès universel, l'AGEFO. Donc, il y a pas mal de zones, de localités au Mali qui ne sont pas du tout desservies. Ce sont des zones blanches et aussi des zones qui sont desservies, mais l'Internet reste encore de piètre qualité. Donc, à un certain moment, il va falloir que les uns et les autres prennent le problème plus au sérieux, encore continuer à investir dans l'accès sur l'accès au haut débit. Par-ci, par-là, on entend parler du déploiement de fibres optiques, mais c'est encore timide. Et pour qu'on ait vraiment une économie numérique viable, il va falloir que les gens aient accès à un Internet aussi de qualité et à moindre coût. Donc, c'est un peu le combat de tout le monde. Je parle aussi sous le contrôle du président d'ISOC. Il a parlé d'une enquête à laquelle j'ai participé. Lors de la restitution, on a tous vu les points rouges. Le coût, la qualité aussi. Et il doit être mieux placé que moi pour le dire. Merci bien. Merci beaucoup, M. Diallo. Je pense qu'on aura la chance dans le débat d'aller plus en profondeur sur ces différentes questions-là. Je vois que le docteur nous a rejoint avec les problèmes techniques qui sont résolus. Ça fait plaisir. Je pense que nous allons maintenant aborder la question du être en ligne. Dans vos différents propos, vous avez parlé de l'aspect droit, mais surtout devoir des citoyens en ligne. Le docteur a parlé tout à l'heure des différentes responsabilités qu'un utilisateur doit faire face quand il utilise des outils du numérique.
J'aimerais aujourd'hui, du moins maintenant, que le docteur puisse développer plus ces différents propos-là par rapport aux devoirs, mais surtout aux droits du citoyen numérique, notamment dans un contexte malien. Donc, docteur, j'espère que vous nous recevez et que les soucis techniques sont réglés maintenant pour que vous puissiez développer à ce sujet. Oui, merci. Je vous ai rejoint maintenant par la grâce de Dieu. Donc, moi, je pense que toute cette problématique est liée à notre thème, l'éducation à la citoyenneté. Tout est lié à cela. Pour savoir ce que doit faire un citoyen, quel doit être son comportement sur le net, c'est un ensemble d'éthiques, de règles d'éthique qu'il doit observer à chaque fois qu'il se met en ligne. Bakary Konaté l'a dit, c'est la vie de tous les jours que l'on fait dans la société qui retrouve son imagerie dans le monde du net. Donc, le comportement qu'on n'ose pas faire dans la vie de tous les jours, on ne doit pas faire ce comportement également sur le net. Seulement que dans la vie de tous les jours, on rencontre des gens, c'est dans la rue, c'est dans la famille, c'est dans la société. On a un interlocuteur que l'on voit, sauf que sur le net, ce sont des interlocuteurs généralement que l'on ne voit pas. Mais cependant, on doit observer les mêmes règles. Donc, c'est un problème d'éducation et de conscience de ce qu'on est en train de faire, de quel acte on est en train de poser sur le net. Cela est lié également à l'éducation, comme je l'ai dit, d'aptitude. Il faut que d'aptitude à utiliser les outils du net. Quand quelqu'un publie sa photo sur Facebook, il faut qu'il sache que veut dire la publication de cette photo-là sur Facebook. Où est-ce que ça va partir? Comment ça va être utilisé? Comment ça pourra être utilisé? Il y a tout cela. Donc, c'est une question d'aptitude, donc d'éducation à l'utilisation des outils. Avoir conscience que quand on pose cet acte-là, étant sur le net, cela peut avoir telle ou telle conséquence. Parce que on ne doit pas se leurrer. Le monde est fait ainsi. Il y a des gens de bonne foi, il y a des gens de mauvaise foi. Je me rappelle, il y a pas longtemps, le jeune Dali Diallo m'a contacté. Il y a quelqu'un qui a harcelé sur le net. On est en train de lui demander de payer de l'argent, etc., etc. Mais pourquoi? Parce qu'il a publié des choses, ou bien il a fait publier des choses qui le compromettent, sans avoir conscience que cela peut aller loin. Donc, il y a cet aspect de d'éducation et d'éducation, de savoir ce qui pourra se passer si je fais telle chose et d'aptitude à les utiliser. Voilà un peu dans le ramassis ce que je voulais dire à ce sujet. Par rapport à mon premier thème, quand j'ai parlé d'accessibilité, j'ai parlé qu'il y a des différents concepts pour avoir accès. Il y a le tuyau. Le tuyau peut être posé. Il peut même avoir des chutes dans les villages et autres. Mais cela ne suffit pas. Il faut que les citoyens soient éduqués à pouvoir l'utiliser. D'abord, avoir l'outil en tant que tel, le smartphone bien l'ordinateur, et ensuite, à pouvoir utiliser les différents outils qui sont dans ces tuyaux-là. Voilà un peu globalement ce que je voulais dire sur cette partie. Merci. Merci beaucoup à vous, docteur, de cet apport, c'est très enrichissant. Djibril, merci de couper les différents micros des intervenants qui nous ont rejoints, qui n'ont pas eu la chance d'assister à l'énoncé des règles. Alors, pour ceux qui nous rejoignent, veuillez couper vos caméras ainsi que vos micros pour permettre aux différents panélistes d'interagir de la manière la plus fluide possible afin d'éviter les interruptions. Donc, merci, docteur. Je vais laisser la parole à M. Kouyaté, qui est membre de Internet Society, qui milite beaucoup pour tout ce qui est question de la formation à l'usage de ces différents outils-là.
Docteur, Monsieur Kouyaté, plutôt, je vous laisse la parole pour développer sur la question liée à la formation, du moins aux questions liées à l'aptitude que le docteur a évoquées tout à l'heure lors de son propos. Donc, Monsieur Kouyaté, la parole est à vous. Le micro de M. Kouyaté est désactivé. M. Kouyaté, veuillez activer votre micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. OK. OK. Je disais, concernant la question par rapport à la formation sur les aptitudes et les attitudes, moi, j'émets une interpellation à notre niveau, parce que je suis au niveau d'Internet Society, chapitre malien, également d'autres associations TIC, comme la CACTIC, et puis le FGI également, parce que c'est en quelque sorte, eux, ce sont des acteurs qui sont très bien placés pour pouvoir piloter cette formation. Mon micro se désactive là. Alors là, on vous recevez. Vous m'entendez? Oui, on vous reçoit. Oui, on vous entend. Okay. Donc, je disais que j'ai une interpellation à faire au niveau des associations qui œuvrent dans le domaine des TIC comme ISOC, comme la CACTIC et puis comme le FGI et puis d'autres associations. Parce que, qu'est-ce qui se passe? En réalité, les gens viennent dans la chose sans chercher à savoir quelles sont les règles qu'il faut observer et comment est-ce qu'il faut se comporter dans ce monde numérique. Alors qu'aujourd'hui, le gros village planétaire. Donc, on a le devoir, on a le droit de faire beaucoup de choses, mais il y a des règles. C'est-à-dire les gens apprennent sur l'État sans savoir quelles sont ces règles qu'il faut respecter. Je dois publier une photo, ou bien je dois publier la photo de quelqu'un. Je dois d'abord avoir le consentement de la personne avant de publier sa photo. Mais si moi, je ne sais pas que je dois avoir le consentement de la personne avant de publier sa photo, je vais publier la photo comme ça en me disant qu'il n'y a rien, alors qu'en réalité, il y a beaucoup de choses derrière. Parce qu'il y a des lois qui pénalisent. On a une loi sur les données à caractère personnel. On a également une loi qui pénalise la cybercriminalité. Donc, en réalité, les gens ne sont pas, les utilisateurs ne sont pas au courant de ces informations. Parce qu'à la base, il n'y a pas une éducation à la citoyenneté. Parce que l'éducation à la citoyenneté, ça doit commencer depuis la base, depuis l'école primaire, depuis la maison. Ça doit commencer par les parents. Les parents, aujourd'hui, chacun a ses enfants qui ont des tablettes, je veux dire. Ils ont ils ont des smartphones en main tous les jours. Donc, depuis la maison, les parents doivent éduquer les enfants par rapport à l'utilisation des smartphones et par rapport à l'utilisation des tablettes. Ça, c'est la maison, côté familial. Maintenant, après la famille, au niveau de l'école, c'est-à-dire ces conseils qui sont donnés au niveau de la famille sont complétés par les enseignants. Et petit à petit, l'enfant il grandit tout en sachant les différentes règles qu'il faut respecter par rapport à comment se comporter dans le monde virtuel. Mais aujourd'hui, chez nous, on n'est vraiment pas dans ce schéma. On vient, on a eu un bon smartphone, si vous me le permettez, il t'aime le Facebook ou bien il t'aime le WhatsApp. Automatiquement, on se met sur Facebook ou bien on donne le téléphone à quelqu'un qui nous met sur Facebook ou bien qui nous met sur WhatsApp et on commence à l'utiliser sans savoir même réellement qu'est-ce qu'il y a derrière. Les photos que j'ai publiées, comme le docteur l'a dit, où vont ces photos? Qu'est-ce qui vont être fait avec ces photos? Qui garde ces photos? Est-ce que j'ai la possibilité de supprimer ces images ou bien de les reprendre? On n'en sait rien. On se met uniquement là-dessus parce que c'est devenu un phénomène de mode, un phénomène de masse, comme le docteur l'a dit. Donc, pour corriger cela, du moment où la base a été faussée, parce qu'au niveau familial, ces conseils ne sont pas donnés en réalité. Au niveau des écoles, nos enseignants même, la plupart d'entre eux n'ont pas d'ordinateur et la plupart d'entre eux ne sont pas connectés. Comment est-ce qu'ils vont éduquer quelqu'un dans le monde de l'éducation? Ils ne peuvent pas. Donc, du moment où cette base elle est faussée,
il nous revient, nous, en tant que leaders associatifs au niveau de nos associations, d'essayer de poser des actions pour pouvoir faire des sensibilisations de masse au niveau de nos différentes communautés par rapport à ces comportements qu'il faut avoir sur le monde virtuel. Donc, c'est dans ce contexte même que cette année, au niveau de iStock, on a même mis une ligne dans notre plan d'action qui est uniquement dédiée à la citoyenneté, à l'éducation à la citoyenneté numérique. Donc, ça va consister à faire des webinaires, à faire des réunions physiques quand le moment va nous le permettre, pour mieux sensibiliser nos différents utilisateurs, pour mieux sensibiliser les différents membres de la communauté par rapport à l'utilisation optimale et efficiente des outils de l'Internet. Merci beaucoup, M. Kouyaté, pour cet apport très enrichissant. Je trouve que le débat suscite beaucoup d'intérêt dans le chat. Il y a des questions d'une pertinence incroyable qui sont posées autour des différents propos que vous avez énoncés. Nous allons faire un petit break sur le chat, prendre quelques questions et vous permettre d'échanger à ce sujet avec les différents utilisateurs qui nous suivent. Nous avons une question de M. Jawara qui parle des fake news, qui est les informations qui ne sont pas véridiques. La question est fausse nouvelle, manipulation de l'information, comment lutter contre les fake news. Aujourd'hui, docteur, j'aimerais que vous vous prononciez sur cette question en nous disant quelles sont les initiatives ou du moins les mesures prises par l'État et les différents organes de régulation pour lutter contre ces fake news-là. Au niveau de l'autorité de régulation, on constate les fake news avec désarroi, parce que la législation ne permet pas à l'autorité de régulation d'agir sur les fake news. Mais par contre, il y a ce qu'on appelle la HAC, qui est la haute autorité de communication, qui a le droit d'influencer sur le contenu. L'autorité de régulation n'influe que sur le support, mais tout ce qui se passe à l'intérieur du support, les fake news, les informations sur WhatsApp, etc., généralement, en fait, par la législation, permet uniquement à la HAC de piloter cela. Bon, mais en tant que spécialiste du domaine, la première chose à faire, c'est l'éducation sur la détection des fake news, parce qu'il est possible de détecter les fake news. Il y a des outils qui permettent de savoir si une nouvelle qui est véhiculée, qui vous intrigue, est vraie ou bien si elle est fausse. Donc d'abord, s'axer sur l'éducation des utilisateurs du net pour qu'ils soient en mesure, dans un premier temps, eux-mêmes de détecter les fake news. Vous voyez, quand une fake news est envoyée et qu'il y a des gens qui détectent, il y en a qui réagissent automatiquement pour dire « Oh, ça, ce sont des fake news ». Automatiquement, ça se tait. Ça devient comme des bruits en fait dans la vie réelle, comme des rumeurs dans la vie réelle. Il suffit qu'il y ait des gens qui disent non, non, cette rumeur elle est fausse, elle n'est pas vraie, pour que la rumeur cesse. C'est celui qui l'aura lancé, l'aura fait pour atteindre certains buts qu'il ne doit pas atteindre. Donc ça, c'est la première chose, l'éducation. La deuxième chose, je dirais que vous n'allez jamais voir de fake news dans un pays tel que la Corée du Nord ou autre, ou bien la Chine. C'est pour dire qu'on doit avoir aussi des institutions qui sont fortes et qui sont capables non seulement d'analyser les nouvelles qui tombent dans le pays, c'est bien possible, les tuyaux ne sont pas des multiples, donc d'analyser les nouvelles qui tombent dans le pays, d'analyser les nouvelles qui circulent dans le pays. On a un point d'échange, on peut les multiplier, etc., pour que les nouvelles qui sont dans le pays restent en circulation dans le pays, et analyser, où il y a des outils d'analyse qui, en ce moment, qui peuvent mettre un frein à ces fake news. Donc, il y a essentiellement ces deux méthodes d'approche. La première, c'est l'éducation de la personne elle-même qui utilise le net. La deuxième, c'est les institutions qui se mettent sur ces réseaux-là, qui se mettent à leur disposition des outils d'analyse et qui sont capables donc de les détecter, enfin de les éradiquer. Voilà un peu.
Merci beaucoup, docteur, pour avoir répondu à cette question. Je pense que la personne qui a posé la question, ça serait bien à vous, M. Diawara, surtout de donner vos réactions sur le chat, savoir si la réponse vous a satisfait ou si vous avez besoin de plus d'éléments d'approfondissement. Il y a une autre question très intéressante posée par Alaï Bokoum, qui est maintenant déconnecté, j'espère qu'il nous rejoindra en cours de propos, qui est est-ce que le Mali a une législation qui régit de l'utilisation des réseaux sociaux? Donc, j'aimerais laisser d'abord la parole à M. Dali Diallo, qui a une casquette aussi de juriste, de nous parler un peu de l'usage des réseaux sociaux, s'il y a des juridictions ou des textes qui régissent de ça, et ainsi qu'aux différents panélistes pour approfondir. Donc, M. Dali Diallo, la parole est à vous. Bien. Merci bien. Merci bien. Donc là, je vais faire d'abord un premier ramassis. D'abord, la question des fake news n'est pas une thématique étrangère à la citoyenneté numérique. Pourquoi les citoyens numériques? Ça doit être aussi la personne capable capable de développer un esprit critique de ce qu'elle voit en ligne. Ça doit être le premier réflexe. Ceci doit être le premier réflexe. Est-ce que ce que je vois en ligne, est-ce vrai ou faux? Est-ce que la toile, est-ce qu'Internet est un média? Donc, faire le distinguo entre les propos qui viennent de journalistes confirmés, de médias reconnus et la publication pêle-mêle sur Facebook. Donc, il va falloir aussi ajouter à la question de la citoyenneté numérique l'éducation aux médias. Le docteur a parlé d'une situation par rapport à laquelle je l'ai approché dans le cadre du projet associatif. En l'occurrence, il s'agissait d'un Malien qui avait été piégé comme ça sur les réseaux sociaux. C'est un cas d'école, c'est un cas typique. Pour la circonstance, le docteur et moi, nous nous sommes dit, mais nous allons suivre cet appel et en faire un cas d'école. Je parle bien sûr sous son contrôle. Bien. En l'espèce, ce monsieur, il y a un cybercriminel qui s'est fait passer pour une femme et comme ça, lui, dans sa drague, a dû envoyer des photos de lui dans dans des circonstances pas du tout respectables. Donc, ce cybercriminel s'est transformé maintenant en maître chanteur. Il y a eu même un commencement de paiement. Le monsieur, le Malien, il a payé, il a payé, il a payé. Ben, donc après, il est venu me voir. Mais écoutez, M. Diallo, vous qui vous intéressez à ces questions-là, qu'est-ce que je peux faire? Il a expliqué le problème et a envoyé les captures d'écran et même des traces de paiement. C'est ainsi que j'ai approché le docteur Traoré. Mais j'ai approché le docteur Traoré, le département du numérique, on m'a renvoyé vers le parquet. On m'a renvoyé vers le parquet, c'est-à-dire le procureur de la République pour aller déposer plainte au nom de l'association ou bien demander au monsieur d'aller voir le procureur de la République. Imaginez-vous maintenant que ce soit un grand monsieur respectable, un imam, un cadre d'entreprise. Donc, pour des questions de réputation, la plupart de ces personnes vont souffrir en silence. Et s'il va les voir, la procédure va prendre combien de temps? Mais heureusement, j'ai alerté l'autorité béninoise qui, eux, ont commencé, séance tenante, à prendre le problème en charge, puisque eux, ils ont un service qui s'intéresse à ces questions-là. Malheureusement, au Mali, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ça m'est arrivé d'aller poser la question même au conseiller juridique de la MRTP sur ces questions et il a répété ce que le docteur a dit. On s'occupe du tuyau, mais pas de ce qui est dans le tuyau. Vous allez à la HAC et ils vont vous envoyer au parquet. Donc, on se retrouve maintenant avec un mouton à 5 pattes, avec une population constituée d'immigrés d'Internet, c'est-à-dire c'est moi, ma génération, et des enfants du numérique. Donc, par analogie, on a des enfants qui savent rouler à 200 à l'heure, mais qui ne maîtrisent pas le code de la route, c'est-à-dire les codes de la société,
Et on a aussi une population adulte, souvent même des enseignants du niveau docteur. Il y a les docteurs au Mali, ceux qui ne sont pas docteurs en informatique, il y a plein de docteurs qui font saisir leur mémoire au Mali parce qu'ils ne savent pas travailler avec la machine. Donc, on a aussi ce problème. Donc, par rapport aux usages, à la bienséance dans la société, eux, ils sont très bien outillés, mais ne maîtrisent pas les outils du numérique. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir une formation entre les pères des enfants du numérique et aussi une communication et une formation intergénérationnelle. Intergénérationnelle, puisque Internet, c'est une technologie, c'est un outil qui est à cheval entre les dépassés, c'est-à-dire moi, ma génération, et ceux-là qui naissent. Il va de soi que même si je conçois aujourd'hui un jeu, je le donne à mon petit garçon, 2 semaines après, ce même petit me battra dans le jeu que j'ai conçu. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ce vide juridique, il est là. On a vu qu'au niveau européen, c'est toute l'Union européenne qui se met ensemble, ils interpellent les gestionnaires des grandes plateformes, un, par rapport à la haine en ligne, 2, par rapport aux fake news. En France, vous avez la loi Adopi. Ici, nous avons des textes qui ne sont pas assez avancés par rapport à tout ça. Et vu que les gens ignorent les textes, donc il y a aussi un problème d'application, même pour les professionnels du droit. Même pour les professionnels du droit. Allez-y voir le juge lambda. Monsieur le juge, on m'a volé mes données. Il va vous dire que c'est la substitution d'une chose. Donc, est-ce que vous avez vos données? Vous allez dire oui, mais il l'a volé. Comment est-ce qu'il peut voler vos données et vous les avez? Donc, vous voyez que même nos textes ne sont pas avancés. Donc, il va falloir vraiment qu'on trouve des structures, des institutions au niveau étatique pour accompagner la population, non seulement pour un maniement utile et efficace de cette technologie-là, mais aussi pour réprimer, former et tout ça. Voilà, merci. Merci beaucoup, M. Diallo, pour ces différents points que vous avez soulevés qui sont très importants, qui touchent et à la législation, mais aussi à la responsabilisation des utilisateurs des outils numériques. Je pense que vous avez touché à un point essentiel qui est la cybersécurité et tout ce qui est question liée à la criminalité sur les réseaux sociaux. Ça rejoint une question posée par Sidi Aïdara dans le chat qui demande à ce que nos panélistes se prononcent sur la question de la cybersécurité. Il aimerait savoir qu'est-ce que la cybersécurité et la cybercriminalité plutôt et comment s'en protéger. Donc, Monsieur Kouyaté, si vous êtes toujours avec nous, je vous laisse la parole pour vous prononcer. Et par la suite, nous laisserons la parole au docteur pour parler un peu, pour approfondir un peu plus sur cette question. Ok, par rapport à la question de la cybercriminalité, non, la loi, parce qu'en décembre dernier, il y a une loi pour réprimer tout ce qui est cybercriminalité. Donc, cette loi donne une définition. La définition de la cybercriminalité par cette loi est la suivante. La cybercriminalité est l'ensemble des infractions pénales commises à l'aide des réseaux de communication électronique et des systèmes d'information ou contre les dits réseaux et systèmes. L'ensemble des infractions pénales commises à l'aide des réseaux de communication électronique et des systèmes d'information ou contre les dits réseaux et systèmes. Ça, c'est la définition que notre loi donne à la cybercriminalité. Donc, aujourd'hui, la cybercriminalité, elle est répressive. Il y a une loi qui est sortie, qui régit en même temps. Ce n'est pas une loi qui est faite uniquement pour les réseaux sociaux, mais la loi, elle régit également les différents comportements qui se passent sur les réseaux sociaux. Parce que quand on regarde les différents cas de cybercriminalité, on voit que les cas de cybercriminalité qui sont causés sur les réseaux sociaux emportent la plus grande part. C'est vrai, bien avant les réseaux sociaux, la cybercriminalité existait parce que c'est uniquement
commettre un crime à travers, comme je l'ai dit, à travers les moyens de télécommunication ou bien contre les moyens de télécommunication. Mais avec l'avènement des réseaux sociaux, on a vu que les cas des cybercrimes qui sont posés essentiellement sont posés sur les réseaux sociaux parce que c'est là-bas où il y a beaucoup de victimes. C'est là-bas où beaucoup d'innocents viennent. C'est là-bas où beaucoup d'analphabètes numériques viennent. Vous m'excusez le terme, mais les gens viennent dans ce monde-là sans éducation numérique. Comme Dali l'a dit, il faut avoir une éducation à la citoyenneté. Savoir, je vais dans un monde, un monde virtuel. Qu'est-ce que je suis censé faire? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je ne dois pas faire? Comment est-ce que je dois me protéger par rapport à l'autre? Et comment est-ce que je dois protéger ma propre vie privée? Donc, on ne reçoit pas d'éducation par rapport à ça. On vient là-dessus parce que c'est devenu un phénomène. C'est devenu un phénomène de mode. C'est devenu un phénomène de masse. Donc, tout le monde est là-dessus. Moi aussi, je viens là-dessus. Donc, à travers ça, on peut se faire avoir très facilement. Et ce sont des canaux que les cybercriminels en général exploitent. Tous les cas de cyberpédophilie et autres que l'on voit, c'est généralement à travers les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux ont beaucoup favorisé le cybercrime. Et ces cybercrimes sont punis parce que cette loi permet c'est une loi répressive qui permet de condamner et les cybercrimes et les différents comportements qui se font sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup, M. Kouyaté, pour cette information. J'aimerais juste, avant de passer la parole au docteur Traoré, encore relancer le propos par rapport aux utilisateurs qui nous ont rejoints en cours de l'aide. Les petites règles sont simples. Il serait intéressant de couper vos micros et vos caméras, sauf quand vous voulez intervenir. Ce sera le moyen d'éviter le plus possible les interférences avec les panélistes. Donc, merci à ceux qui viennent de nous rejoindre de couper leur caméra ainsi que leur micro. Et si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser dans le chat. Ils seront tous pris en compte. Merci à vous. Donc, docteur, je vous laisse la parole pour vous prononcer sur la question de la cybersécurité et criminalité plutôt, et des différentes manières de s'en protéger. Merci. Il y a énormément de cas de cybercriminalité. Donc, génériquement, Kouyaté vient de l'énoncer, génériquement, ce sont des faits de malveillance qui se font à travers les réseaux qui sont interconnectés. Donc, il y a plusieurs cas. Il y a des cas de pédophilie, il y a des cas de chantage, comme Dali vient de le dire, il y a des cas d'attaque de réseau. On sait, on est au courant que aujourd'hui, par exemple, les réseaux, par exemple, de défense américaine se sont attaqués, de défense russe sont attaqués, etc. Donc, c'est toutes sortes d'attaques que l'on peut faire à travers les réseaux. L'attaque peut être orientée sur un individu, comme ça peut être orienté sur une entité. Vous avez un concurrent qui a un système informatique performant et qui fonctionne, qui met en lien tout le monde entier, qui fait travailler les gens 24 heures sur 24, pendant que les Chinois travaillent, les Africains dorment, pendant que les Africains travaillent, les Australiens dorment, etc. Mais tout ceci est en lien. Imaginez que quelqu'un, son concurrent, attaque ce réseau-là pour faire en sorte que le réseau-là ne fonctionne pas. Donc, on a attaqué une entité et par ricochet, toute une économie. Parce que la cybercriminalité, il ne faut pas voir seulement que c'est l'individu, mais quand on commence à s'attaquer aux infrastructures critiques d'un pays, ça devient une lutte, ça devient comme une guerre. Aujourd'hui, les guerres ne se font pratiquement plus avec des chars, des avions de combat, etc. Mais ça se fait avec des outils informatiques. Imaginez que vous attaquez le réseau de distribution électrique ou bien le réseau de distribution de l'eau d'un pays ou bien d'une grande ville d'un pays, mais vous paralysez le pays. Donc, vous amenez un impact économique, social et culturel. Donc, vous mettez l'entité, le pays à genoux. Donc, la cybercriminalité, il faut la voir d'une manière très, très large et il faut
la voir comme quelque chose de très, très important à combattre dans un pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça l'outil de fonctionnement, c'est ça l'économie du pays. On a vu avec la crise du Covid-19 que toutes les économies qui sont plus ou moins arrivées à s'en sortir sont les économies qui fonctionnaient à travers les réseaux. Imaginez que vous mettez ces réseaux-là à genoux. C'est fini. On retourne à des siècles en arrière. Donc, il faut voir la cybercriminalité comme non seulement l'attaque d'un individu, mais aussi l'attaque d'une entité, d'un pays. Maintenant, en matière de cybersécurité, la cybersécurité commence aussi par des étages. L'étage de l'individu, qu'est-ce que l'individu doit faire pour se protéger? Qu'est-ce qu'il doit connaître et faire pour se protéger? Ensuite, là où il est interconnecté pour créer la communauté d'interconnexion, comment cela aussi est protégé? Cela aussi est important. On parle notamment aujourd'hui de la mise en place des centres de réponse d'incidence informatique qu'on appelle globalement CERT ou bien CIRT. Mais un CIRT, il doit avoir une entité supranationale au-dessus, mais il doit avoir des entités de cybersécurité aussi qui existent dans chaque organisation. Une banque doit avoir son CIRT. L'ensemble des banques interconnectées à travers la DCAO dans notre pays doit avoir un CIRT. Les sociétés de télécommunications qui, par excellence, véhiculent l'information électronique doivent avoir leur site. Les sociétés comme Ginkin, par exemple, imaginez que quelqu'un attaque notre plateforme et fasse en sorte que ces webinars ne se tiennent pas, mais ça devient de la catastrophe pour les organisateurs, pour ceux qui sont préparés, etc. Ça peut être à moindre échelle, mais ça peut être bien au-delà de tout cela. Donc, il faut des entités, des petites entités de cybersécurité qui doivent collaborer entre eux pour être en mesure non seulement de prévenir les différentes attaques de cybersécurité, mais aussi d'avoir des réactions appropriées en cas d'attaque sur le réseau dans le domaine de la cybersécurité. Voilà un peu globalement. On peut parler de ça toute la soirée, hein, mais, parce que c'est un thème aujourd'hui qui est très important, mais je m'arrête là pour ça aujourd'hui. Merci beaucoup, docteur. Étant donné que cette chronique liée à la citoyenneté numérique sera une chronique mensuelle, je pense que la question de la cybersécurité et de la cybercriminalité serait intéressant d'être plus approfondie lors de la chronique du mois prochain. Vous avez, lors de votre propos, lancé un appel intéressant aux différentes autorités, aux différents acteurs dans nos pays. Vous avez lancé un appel à la collaboration, mais aussi à la mise en place d'institutions fortes pour parer à certains méfaits. Je vois que M. Diawara veut intervenir brièvement. Je lui laisse la parole. Le temps de prendre en compte les autres questions dans le chat, vu qu'il nous reste encore moins de 20 minutes de live. Je voudrais juste dire que chaque connecté, mais il y a aussi tout simplement qui n'est pas panéliste, donc s'il peut couper sa vidéo, Cheikh, ça nous fera plaisir de laisser les panélistes. Et merci d'être présent, Cheikh, et merci à tous les autres. Et moi, j'avais juste une doléance, c'était de demander au président du FGI aujourd'hui, et surtout de saluer le travail extraordinaire. On a vu que sans doute un des plus grands forums sur la gouvernance Internet qui a été organisé dans notre pays a été une belle réussite avec des recommandations, mais aussi la participation de tous les citoyens qui s'intéressent à ces thématiques-là. Et moi, je voudrais féliciter quand même le président pour la réussite de cet événement qui a été vraiment quelque chose de formidable. Et j'ai la chance d'être son vice-président et c'est de dire qu'aujourd'hui, nous sommes fiers du FGI en si peu de temps d'avoir eu la capacité d'organiser un événement de taille. Mais je voudrais surtout saluer aussi l'extraordinaire travail que Internet Society, le chapitre malien, fait depuis des années, mais surtout cette jeune communauté qui sont en train de former, surtout que dont nous, aujourd'hui, notre centre d'innovation, de recherche, technologie et d'industrie créative a la chance de recruter beaucoup d'entre eux. C'est de remercier à ESSOC d'avoir formé et de pouvoir participer à la mise en place des ressources. Et c'est là où c'est intéressant, même si je sais que refuse de couper sa vidéo, mais ça lui permet lui aussi, pour sa petite start-up et moi, de pouvoir au moins bénéficier des ressources. On va juste demander à Cheikh de nous couper sa vidéo et que peut-être prochainement, on va lui faire un panéliste et ça va permettre aussi à Emploi et moi de nous parler. Donc, ça veut dire que Cheikh
il va falloir que tu travailles avec un inbox pour pouvoir faire un webinaire sur cela. Mais c'était de demander aux différents présidents, notamment le président du FGI, le président de ISOC, que nous souhaiterons, nous, en tant que l'Université de l'école du Mali, sachant que nous avons plus de 4000 inscriptions de partout en Afrique, mais au-delà de ça, nous sommes en train de mettre, nous avons mis le complexe virtuel Kingi School, qui aujourd'hui, depuis le préscolaire jusqu'à l'université, nous avons le lycée, nous avons le jardin, nous avons le fondamental 1 et 2. Donc, c'est pour dire que le collège, nous avons tous les niveaux de l'enseignement et nous souhaiterons leur appui, leur accompagnement pour qu'on arrive ensemble, une fois par mois, à organiser un webinaire, soit parce que le président de FGI, s'il n'a pas le temps lui-même de participer de temps en temps, qu'un membre de FGI puisse participer à cela. Mais soit si à ISOC, le président n'a pas le temps, même si je sais qu'il est un activiste chevronné qui va toujours trouver le temps, Bakary, parce que la différence, le président de FGI, il reste un tonton, et donc on ne peut pas lui trop le forcer, même s'il est arrivé, mais on peut forcer Bakary qui est un peu de notre génération. Donc, c'est de voir comment ISOC et FGI, soit si on a les présidents, tant mieux, mais si on n'a pas le président, d'avoir un membre de ces deux associations qui, on sait leur effort et aussi le rôle qu'ils jouent sur le rôle de l'Internet au Mali. Donc, c'est de voir comment l'Université virtuelle peut les avoir comme panélistes à chaque fois, une fois par mois pour la citoyenneté numérique. C'est de former aussi les futurs jeunes à être de bons citoyens numériques. Et nous pensons que Dr Traoré, quasiment toute sa vie, il a œuvré dans ces domaines-là aujourd'hui et il est plus que nécessaire pour nous d'utiliser ses talents, notre expérience, pour pouvoir donner aussi à nos jeunes enseignants, mais aussi à nos élèves, étudiants, etc. Donc, nous souhaiterons que ISOC aussi nous accompagne. Ils l'ont toujours fait. Et ce partenariat qu'on a avec ISOC aujourd'hui, Mali, mais même ISOC international. Et moi-même, je suis un membre sympathisant d'ISOC que j'ai intégré. Mais étant vice-président du FGI, je ne peux pas me permettre, moi, d'être là quand le président ne nous autorise pas. Et Dali aussi, même si lui va intervenir en tant que directeur d'études de l'université virtuelle, il nous faut toujours le cutis du FGI et de notre président. Donc, c'était ça un peu ma participation que je voulais avoir. En tout cas, je vous remercie d'avoir accepté aussi ce webinaire que nous organisons une fois par mois pour la citoyenneté numérique. Mais bien sûr, les compétences seront appelées aussi sur d'autres thématiques qu'on va essayer de voir comment les utiliser également. Et je remercie l'ensemble des participants qui sont venus rejoindre aussi ce panel ô combien important. Et ce n'est que le début. Et je lance aussi, profite de cette tribune pour demander à notre président qu'il nous donne une date avec des thèmes pour que le FGI Mali, avec l'appui de ISOC, on puisse organiser un webinaire international et inviter tous les autres pays à participer à un panel avec notre président. Nous autres, nous allons être que les participants, mais le panéliste va être notre président et puis les autres. Et c'était un peu ça que je voulais dire. Je vous remercie. Merci beaucoup à vous, M. Diawara. Je pense que vous avez tendu la perche et elle a été bien attrapée par les panélistes, les différentes personnes auxquelles vous vous êtes adressés. Je pense que le Dr Traoré vous reviendrait en soum-soum, comme vous avez l'habitude de le dire, pour vous donner, du moins pour planifier ces différents meetings, du moins internationaux, que vous voulez organiser autour de cette thématique ô combien importante. Je pense qu'il nous reste encore moins de 20 minutes pour parler encore de la question de l'éducation à la citoyenneté numérique. Il y a un dernier point important qui sont mes droits en tant qu'utilisateur. Donc, j'aimerais laisser la parole aujourd'hui maintenant plutôt à M. Dali Diallo, qui a aussi une casquette de juriste, de parler des différents droits, des différents textes de loi qui existent au niveau malien, dans le contexte malien, qui protègent les utilisateurs du numérique et quelles sont les limites de ces lois-là et quelles sont les améliorations que nos États doivent mettre en place pour mieux protéger les utilisateurs du numérique. Je pense que les propos avaient été un peu ébauchés, mais je laisse la parole à monsieur Diallo de se prononcer là-dessus. Merci beaucoup, Awali. Au sujet des droits en ligne, l'un des premiers droits, je vais d'abord m'intéresser à la question des données à caractère personnel. Évidemment, dans tous les pays, pratiquement, on a des autorités. Le Mali ne fait pas exception. Au Mali, nous avons l'autorité de protection des données à caractère personnel. Bien. Donc, au sujet de cette confidentialité, l'autorité
les données à caractère personnel, ce sont mes données à moi, mon adresse email, mon téléphone, mon identité, numériquement, tout ce qui peut permettre à autrui de m'identifier. Donc, ces données-là doivent être protégées pour des questions de discrétion. Mais le premier ennemi de la protection des données à caractère personnel, c'est d'abord l'utilisateur. Le docteur en a beaucoup parlé. Nous mettons tout sur les réseaux sociaux, nous mettons tout sur le net, mais l'ensemble des utilisateurs doivent comprendre qu'ils perdent quasiment la totalité de ce qu'ils mettent sur les réseaux sociaux ou en ligne. Parce qu'en venant sur une plateforme, dans pas mal de cas, nous sommes tous utilisateurs, on va accepter oui ou non, on accepte pour avoir accès au service. Mais derrière le service, il y a un travail. Et je vais rémunérer comment? Avec nos données. Je ne vais pas revenir sur le thème de la cybercriminalité. Les données sont importantes. C'est pourquoi pas mal, même les GAFA se font voler des données. Puisque avec des données, on peut faire du business, on peut faire du commerce. Maintenant, lorsque ces gens reçoivent les données des utilisateurs, il y a aussi, ce n'est pas parce qu'ils reçoivent des données des uns et des autres qu'ils doivent se permettre tout et n'importe quoi. C'est en Europe qu'ils sont le plus avancés avec le RGPD. À l'instar du RGPD, à l'Union, il y a aussi l'approche mise en avant par l'Union africaine à travers des directives. Ces directives-là, et aussi la déclaration, je pense, de Malabo. Donc, ces directives sont mises en place dans une approche multipartie prenante qui a pu faire ressortir de façon presque exhaustive toutes les stratégies tendant à protéger les données des uns et des autres. Donc, pour la protection des données à caractère personnel, donc si on joue le risque d'aller s'intéresser seulement au législateur qui va édicter des lois, donc nous allons toujours être en retard. Donc, nous, les pays qui sont novices maintenant, donc on se réfère beaucoup plus sur les directives de l'Union africaine en termes de protection des données à caractère personnel. Dernièrement, oui, cette année, il y a eu une étude tendant à valider les textes et les contours de la protection des données à caractère personnel au Mali. Donc, le service en charge ici au Mali, c'est l'autorité de protection des données à caractère personnel. Et donc, ces directives, l'étude a été faite, on a mis en place un comité d'experts, on était une vingtaine. Là, je suis allé sous la casquette de l'Université virtuelle du Mali, étant acteur de la société du numérique, et donc il devait participer à cela. Donc, on a mis en place un ensemble de directives qui vont être soit validées, soit amendées par les différents commissaires de l'autorité de protection des données à caractère personnel. Sinon, la référence serait les directives de l'Union africaine en termes de protection des données à caractère personnel. Voilà, donc à cela s'ajoute la loi sur la cybercriminalité. Merci beaucoup, monsieur, pour ce rapport. Si les autres intervenants peuvent couper leur micro le temps de finaliser les interactions afin d'éviter les interférences. Donc, merci à vous, monsieur Diallo, pour cet apport. Je pense que c'est important pour nous, auditoires, de savoir que ces différentes institutions existent aujourd'hui pour tout ce qui est question liée au droit de l'utilisateur du numérique. Il nous reste encore 9 minutes pour échanger via ce live. Je m'en vais poser la question au docteur Traoré, qui est aujourd'hui, si par exemple, moi, utilisatrice d'Internet, je fais sujet à une violation de mes droits, quel que soit le litige. Quelle est la procédure aujourd'hui par laquelle je dois passer pour pouvoir dénoncer ces différents cas et comment je dois m'y prendre pour pouvoir
obtenir gain de cause. Donc, docteur, si vous pouvez vous prononcer à ce sujet, ce serait bien. Par la même occasion, je viens de lancer un petit sondage sur vos ressentis par rapport à ce webinaire. Ça sera important pour le staff d'organisation de savoir comment vous preniez les échanges. Donc, merci de voter sur ce petit sondage que je viens de lancer. Donc, docteur, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Vous savez, dans notre pays ici, le tout n'est pas complètement mis en place pour savoir exactement les portes d'entrée et autres. La première chose, évidemment, c'est, comme on le sait toujours, ce sont les forces de l'ordre, c'est-à-dire les commissariats et autres. Et je sais qu'il y a une institution, un embryon d'institution qui est en train d'être mis en place, et composé de spécialistes de cybercriminalité qui pourront se saisir de l'attaque en question et en ce moment diligenter. Savoir est-ce qu'il faut aller chez le procureur avec ce qu'ils ont comme éléments, ces éléments sont-ils des preuves, et c'est donc toute une procédure certainement judiciaire qui doit être mise en place pour qu'on puisse lutter contre ce type d'attaque. Mais la première chose qu'il faut faire, c'est d'être capable de rassembler les preuves et de présenter ces preuves-là au niveau des institutions judiciaires, notamment la police judiciaire spécialisée dans la cybercriminalité, qui est en train aujourd'hui de se mettre en place petit à petit. Et évidemment, moi je pense que certainement la HAC et l'autorité de gestion des données à caractère personnel également vont rentrer dans le jeu, chacun avec sa capacité, sa spécialité, pour enrichir ce type d'attaque ou tirer des leçons de ce type d'attaque pour s'enrichir eux-mêmes. Parce qu'aujourd'hui, il faut reconnaître qu'on est en train d'apprendre encore. Ça est en train d'évoluer énormément et on est en train d'apprendre sur des cas d'école, comme l'a dit Dali, sur des cas d'école, pour enrichir les aptitudes à réagir d'une manière adéquate contre toutes sortes d'attaques. Merci beaucoup, Dr Traoré. Il nous reste encore 1 minute 30 pour échanger sur cette dernière question. Donc, je m'en vais laisser la parole à M. Kouyaté pour voir s'il a des apports à faire par rapport aux propos de ses prédécesseurs sur cette question. Donc, M. Kouyaté, je vous laisse la parole. Ok, merci. Par rapport à mes prédécesseurs, ce que je voudrais ajouter, c'est que c'est bien de mettre des entités en place telles que l'APDP, mais encore faut-il que ces entités soient réellement fonctionnelles. Faut-il que ces entités aillent vers leur cible potentielle. Quand je prends le cas de l'APDP, l'Autorité de protection des données à caractère personnel, aujourd'hui, c'est une entité qui est légalement créée. Les juristes sont là, et les commissaires sont là, ils font des délibérations, l'entité, elle est fonctionnelle. Mais moi, en tant que leader de communauté des utilisateurs, je ne suis pas satisfait parce que je vois que cette entité ne va pas vers la cible potentielle. La cible potentielle aujourd'hui, à mon avis, ce sont les utilisateurs, les communautés jeunes. Il faut aller faire de la sensibilisation. C'est vrai, il y a eu des embryons d'initiatives que la structure en question a essayé de prendre, mais ce n'est pas allé loin. Nous, ce qu'on voudrait souhaiter vraiment, c'est que la structure se batte encore pour descendre vraiment au bas niveau, essayer de sensibiliser au maximum. Parce que si les gens ne sont même pas... C'est vrai, nul n'est censé ignorer la loi, mais il faut aller avec les réalités de notre propre société. Parce que ce que nous remarquons, nous, au niveau de ISOC, on voit qu'au niveau de l'APDP, souvent, ils s'intéressent à des questions. Par exemple, quelqu'un a développé une application qu'il veut mettre en ligne pour aider des gens. Ils vont mettre des restrictions, ils vont mettre des conditionnalités compliquées de telle sorte que finalement, j'ai vu des gens même qui ont abandonné des projets qu'ils avaient déjà développés suite vraiment aux différentes intrigations de l'APDP. C'est vrai, ce n'est pas un débat, ils ne sont pas là, mais je dirais que, à mon avis, ils doivent aller vers les utilisateurs potentiels, les informer au maximum pour qu'ils sachent réellement
qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils ne doivent pas faire. Et s'ils font ça, qu'est-ce qu'ils encourent comme danger? Parce il faut reconnaître qu'on est dans une société où vraiment le taux d'alphabétisation n'est pas assez élevé. Mais aujourd'hui, le taux d'utilisation vraiment des réseaux sociaux, de l'Internet, commence à réellement croître. Que ce soit les instruits, que ce soit les non-instruits, tout le monde utilise Internet. Donc, la sensibilisation à la base, ça rejoint toujours la question de l'éducation à la citoyenneté numérique. Chacun a sa part de responsabilité. Nous, en tant que communauté, nous avons notre part de responsabilité parce que nous devons former des gens par rapport à ces concepts pour les édifier au maximum. Mais en réalité, des structures aussi comme l'APDP qui sont là pour défendre la vie privée des gens, qui sont là pour, si quelqu'un a un problème d'attaque de vie privée ou bien de données à caractère personnel, pour répondre à ces gens-là. Réellement, ils doivent les informer au maximum pour qu'ils sachent chacun en ce qui les concerne, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je dois faire. Et si je fais ça, qu'est-ce que j'encours comme danger? Mais ce travail à la base n'est pas du tout fait. Donc, je fais un plaidoyer à ce niveau pour dire vraiment aux autorités de protection des données à caractère personnel d'essayer des efforts, essayer de descendre à la base pour informer les utilisateurs potentiels qui sont les jeunes. Que ce soit, c'est-à-dire qu'ils ont des mécanismes en place, ils peuvent aller dans les écoles, ils peuvent travailler avec les associations qui existent sur le terrain. Moi, je pense que cela nous permettrait beaucoup de développer notre communauté au lieu vraiment de rester là à s'en prendre à ceux qui veulent développer des applications ou à ceux qui veulent mettre des trucs en ligne. Est-ce que vous avez respecté cette charte? Est-ce que vous avez... Souvent, ils mettent tellement de est-ce que finalement tu abandonnes ton projet. Moi, je ne trouve pas du tout que cela soit réellement intéressant. C'est ça que je voudrais ajouter. Merci beaucoup, M. Kouyaté. J'espère que les personnes, les structures auxquelles vous avez lancé un appel sont présents dans l'auditoire. Mais tout compte fait, c'est un live qui sera diffusé et je pense que l'appel sera reçu et que vos propos seront pris en compte car ils sont bourrés de pertinence. Donc, j'aimerais profiter de ces derniers mots énoncés par M. Kouyaté pour remercier tous les participants à ce webinaire. Il nous reste malheureusement qu'une minute de live. Il y a encore énormément de choses à aborder, mais c'est la raison pour laquelle nous avons fait de cette thématique une chronique mensuelle. Nous aurons la chance encore de revoir nos spécialistes de la question et d'autres profils intéressants encore pour débattre des autres sujets qui ont été abordés et des questions qui méritent plus d'approfondissement. Merci énormément à tout un chacun d'avoir participé et d'avoir assisté à ce webinaire. Merci pour la qualité des échanges dans le chat. Merci à ceux qui ont contribué au petit sondage j'ai affiché les résultats qui est très favorable. L'Université virtuelle du Mali vous informe que le live serait disponible à partir de demain sur la web privée. Merci au Dr Traoré, à M. Dali Diallo ainsi qu'à M. Kouyaté, car vous pensez ô combien votre timing est précieux. Merci de nous avoir accordé de votre temps pour échanger et pour nous éclaircir sur cette question qui est d'une importance capitale. Merci à tous. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous tous. Ok, Merci.